remercie Thomas Rebardé de faire cette présentation. Il a fait un magnifique travail sur le château de Montferrand qu'il a déjà présenté à la communauté de communes. Et donc on est ravis qu'il puisse nous faire cette présentation à Saint-Mathieu de Trieste. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici. Merci à la commune. Je pense que certains d'entre vous m'ont déjà vu, un bon nombre, peut-être déjà vu la conférence qu'on avait fait il y a un an et demi, et puis il y en avait une autre, effectivement, ça fait un peu plus longtemps, il y a 3 ans. Et donc les choses ont bien avancé dans les recherches. Alors j'ai pris pari aujourd'hui de ne pas rester centré que sur Montferrand et d'un peu situer le château dans l'histoire du territoire et surtout dans l'architecture du territoire telle qu'elle se développe au Moyen-Âge. Alors c'est pour ça qu'on va aller un peu se promener, on va peut-être rentrer un peu moins en détail dans le château de Montferrand, mais pour aller voir un peu autre chose. Et bon, l'idée c'est aussi d'être dans l'échange, donc si vous avez même des questions, des choses qui vous interpellent au fur et à mesure, vous pouvez m'arrêter, lever la main, on peut échanger. Hein, l'idée c'est aussi d'avancer. Donc bon, j'étais parti un peu sur ce titre qui m'était venu comme ça, à voir s'il est valable ou pas. Je disais avant-garde des reflets d'architecture du Grand Pic Saint-Loup, parce que le château de Montferrand c'est un château cantal, et donc c'est en quelque sorte l'autorité publique au Moyen-Âge qui investit dans ce château et qui veut montrer son pouvoir. Donc généralement il met ce qui est un peu à la pointe en termes d'architecture à ce moment-là, donc ça vient un peu en avant par rapport à l'architecture qu'on va observer généralement dans le territoire. Donc voilà pourquoi j'avais choisi ce titre. Alors la première question c'est tout simplement qu'est-ce qu'un château? Alors, je ne sais pas si vous avez des idées comme ça. Pour vous, qu'est-ce que ça évoque un château? Place forte, oui. Oui, le pouvoir, effectivement. Alors, quel type de pouvoir? Oui, le pouvoir féodal. Donc oui, le château, c'est lié effectivement au pouvoir féodal. Hein. Si on a construit des châteaux, c'est d'abord parce qu'on voulait montrer un pouvoir et qu'on voulait exprimer aussi un fief et dominer un territoire, mais vraiment lié à la féodalité. On n'est pas dans la logique d'une place forte qui garde une frontière, telle qu'on va le voir sur ce moment, mais vraiment dans cette idée féodale. Donc, un fief, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble généralement de terres, hein, sur lequel un château domine, et dans ce château, il y a des pouvoirs qui sont généralement un pouvoir de justice sur les terres. Le seigneur a pouvoir de justice, alors il peut avoir haute justice, donc il va être des qui peuvent aller jusqu'aux condamnations à mort pour les délits les plus graves, et il y a la basse justice qui va être essentiellement des amendes ou des punitions corporelles. Généralement c'est limité, et donc suivant le niveau du seigneur dans la hiérarchie féodale, ce pouvoir de justice, il détient plus ou moins ce pouvoir de justice. Ça c'est un des pouvoirs. Fiscal, voilà, exactement. Donc le château, c'est surtout peut-être, voilà, la guerre, c'est surtout peut-être un centre économique. C'est-à-dire que c'est là où on administre le territoire et on va prélever les taxes, on va les stocker, puis on va les redistribuer parce qu'il y a des taxes qui sont payées en nature, donc on va recevoir des quantités de grains importantes, par exemple. À Montferrand, on a une liste de 100 masses à peu près, 60 masses et puis des terres différentes qui reversent annuellement des redevances au château. Donc il y a des redevances en argent, donc c'est le sol n'est de rien, et il y a des redevances en denrées, du grain, etc. Donc on construit aussi un château pour gérer toutes ces taxes. Derrière, ça implique un certain pouvoir militaire. Alors, il ne faut pas imaginer des garnisons très nombreuses, mais il y a quelques hommes d'armes qui sont là pour des sergents, des officiers du seigneur, qui sont là pour être en quelque sorte les pouvoirs exécutifs pour aller prélever les taxes ou aller rendre pour la justice, etc. Et puis, bien sûr, c'est un centre administratif au sens où on a un notaire, généralement, qui est là pour gérer les actes, etc. Et une cour autour pour inscrire les
vraiment un ensemble et il faut le percevoir comme ça. Alors là, on a le château de Montferrand, donc je vous ai mis une petite carte qui permet de bien poser les choses. Donc le château de Montferrand, il est au nord du diocèse de Maguelone. Le diocèse de Maguelone, c'est le Pointiers Noir, qui deviendra plus tard le diocèse de Montpellier. Donc Maguelone, hein, c'est la cathédrale, et puis au XVIe siècle, la cathédrale va quitter son île et elle va être transférée à Montpellier. Donc on parle du diocèse de Maguelone à Montpellier. Mais au Moyen-Âge, on parle donc du diocèse de Maguelone. Et dans ce diocèse, on a en rose des possessions épiscopales, donc c'est-à-dire les fiefs qui dépendent directement de l'évêque. Et puis en bleu, alors là on est à peu près au XIIIe siècle, et en bleu, on a ce qu'on appelle le comté de Mauguio-Montferrand. Avec le château de Montferrand au nord, qui administre toute cette partie nord. Donc vous voyez, c'est assez vaste, hein. Il y a des terres qui vont jusqu'à Ganges, qui descendent jusqu'à Combaillot, et le château de Mauguio qui, lui, est plus centré sur le littoral et les étangs. Donc ça, et au milieu de ça, vous avez la seigneurie de Montpellier, et vous voyez que c'est les pointillés rouges, donc une seigneurie très puissante, qui va vraiment gagner en puissance, mais qui reste, au moins théoriquement, sous l'autorité, vous voyez, sur les terres de l'évêque et sur les terres des comtes. Et qui est un peu à cheval dans tout ça. Donc en fait, dans ce maillage, il faut imaginer que donc, sous le château de Montferrand, on a d'autres châteaux. Alors j'en ai pris un pour exemple, Brissac. Donc Brissac, vous avez une co-seigneurie, c'est pour ça que vous avez deux tours. C'est très généralement, quand vous avez deux tours qui sont en face, c'est qu'il y a eu une co-seigneurie à une époque. Et donc là, on a une co-seigneurie avec les Roquefeuille et le seigneur de Ganges, qui ont chacun leur donjon, qui est regroupé dans le même castrum, dans le même château. Et donc Brissac, la partie Roquefeuille de la co-seigneurie, pour vous donner une idée de la complexité des fiefs, dépend de Montferrand, et donc dépend de l'autorité comtale. Donc voilà, on dira qu'on a un château qui lui administre ces terres de sa seigneurie. Donc voilà la seigneurie de Brissac. Donc vous comprenez déjà, là on a deux châteaux qui sont interdépendants. Vous voyez la seigneurie de Brissac, alors ça c'est la partie de la co-seigneurie des Roquefeuille, et donc elle s'étend, vous voyez, on va descendre jusqu'à Saint-Jean-de-Buège, vers les alentours, les environs de Saint-Jean-de-Buège, on a des masses, et on va monter jusque dans les environs de Montpellier. Vous voyez, tout ce côté Buège. Donc ça c'est le château de Brissac. Et puis ce château de Brissac, il a aussi des petites seigneuries dans sa seigneurie. Alors là, j'en ai pris une au hasard. Voilà. Alors ça, c'est la Liquis. Alors, vous ne connaissez peut-être pas certains qui ont les canoës sur les ronds. Il y a longtemps. Quand vous passez au canoë, je pense que c'est à la fin du grand parcours 12 km. À l'endroit où on voit il y a une grande vierge qui est mise sur la montagne. Et un peu avant, on voit une tour qui dépasse. Alors c'est cette tour, c'est la tour de la Liquis, on retrouve donc sur le territoire du Causse de la Selle. Et donc c'est une petite, alors on ne sait pas, il est mentionné comme un apanage, on ne peut pas dire comment il était vraiment considéré, est-ce que c'est un château, est-ce que c'est un mas. En fait on est entre les deux, vous voyez là on arrive à un niveau d'autorité féodale qui devient assez petit, et en fait on a un mas qui a réussi à construire déjà un petit donjon et des attributs fortifiés. Donc voilà, là on a encore, on va dire, un sous-château qui domine l'Hérault. Et donc entre le mas et le château, on a des multitudes de petits sites comme ça, et c'est pour ça que vous avez d'ailleurs des tours dans le Grand Pic Saint-Loup. À commencer, la plus connue peut-être c'est celle de Cazevieille, parce que c'est celle qui est la mieux préservée. Là on est tout à fait dans cette logique-là, on est vraiment sur le bas de l'échelle féodale, donc c'est ces petits sites fortifiés, mais qui rentrent dans la même logique que celle du château. Alors j'ai fait une petite chronologie parce que je me suis aperçu que c'était bien de resituer un peu les éléments dans le temps. Donc on va parcourir un peu cette période-là. On va surtout rester concentré sur les périodes avec vraiment le Moyen-Âge où le château se développe le plus, de Montferrand, et qui est un peu le terreau de nos villages actuels, du Grand Pic Saint-Loup. Et puis on finira par deux, trois vues un peu plus lointaines jusqu'à l'époque moderne. Vous voyez, j'ai situé les périodes en fait, qui ont un peu impacté le territoire en termes d'architecture, qui ont eu un impact les événements extérieurs. Donc les croisades, dans les croisades de tous les princes et les seigneurs du Grand Pic Saint-Loup et
du territoire de Maguelone ne vont pas faire exception, ils vont aussi partir en croisade. Mais il y en a une plus particulièrement, qui est particulière en elle-même, qui va impacter notamment Montferrand, c'est la croisade des Albigeois. Vous avez fait les châteaux du Pays Cathare, pour certains, donc vous avez bien tout ça en tête. Donc vous voyez, hein, la croisade des Albigeois. La guerre de 100 ans également, elle va avoir un impact très important sur les villages et la configuration des villages. Et les guerres de religion qui vont aussi impacter notamment le château de Montferrand et entraîner des disparitions, on va dire, architecturales dans les villages, surtout au niveau des églises. Donc, bon, je vous situe le comté de Mauguio, vous voyez les comtes de Mauguio qui sont les comtes héréditaires, qui vont être les comtes de Toulouse sur cette petite période jusqu'au début du XIIIe siècle. Et puis ensuite, c'est les évêques de Maguelone qui vont récupérer le comté, et donc jusqu'à la Révolution française, il va être comte de Mauguio et de Montferrand. Et puis en parallèle, vous avez les seigneurs aussi de Montpellier qui sont très importants, avec les Guillaume de Montpellier, à peu près à la même période où le comté de Toulouse passe le comté de Montferrand, Mauguio passe aux mains des évêques, la seigneurie de Montpellier passe aux mains des rois d'Aragon, en Espagne. Donc vous voyez, hein, les fiefs, il n'y a pas de frontières, hein, on peut être roi d'Aragon et racheter et récupérer une seigneurie qui est bien éloignée de son fief principal. Et puis ensuite, ça passera au roi de France. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus. Petite situation architecturale, donc voilà, XIIe siècle, typique architecture cassale. Donc là, on est sur un donjon très puissant qui est dans les pays de la Loire, qui était dépendait d'une famille seigneuriale des ducs assez puissante sur ce territoire. Et donc, vous voyez le type d'architecture très fermée, le type de donjon carré qu'on va retrouver à cette période-là. Alors moi je vais remonter un petit peu avant, parce qu'on va aller sur Montferrand. Et donc Montferrand, s'il y a une date à retenir pour le départ de toute notre histoire, c'est 1085. Alors si vous avez une idée de ce qui se passe en 1085, vous avez mis des indices. Donc Substantion, vous en avez entendu parler? Ouais, l'ancien Castelnau. Votre réponse. Donc, pardon? Ah oui, donc Castelnau. En fait, Substantion, c'est une localité qui était située à peu près sur l'ancien Castelnau-le-Lez actuel. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Au départ, on va compter de Substantion. Et en 1085, le comte Pierre prête hommage au pape. Pourquoi? Parce qu'il veut se protéger de tous les seigneurs qui grossissent à côté de lui. On va commencer par les seigneurs de Montpellier et par exemple aussi les comtes de Toulouse qui ont des vues sur le comté de Mauguio. Et ce pauvre petit comte de Mauguio, qui a un territoire de plus en plus réduit, il se sent menacé. Donc il tenait le comté, on va dire, il ne dépendait pas du roi de France, il avait le comté en pleine possession, et il décide d'aller voir le pape, de prêter hommage au pape, de lui confier son comté et de devenir le vassal de la papauté. Alors vous imaginez que c'est intéressé d'une part pour la papauté qui en fait va avoir un pied à terre sur ce territoire qui est très lié à Maguelone, à la cathédrale, qui va recevoir une once d'or annuellement pour ces terres, et lui, le comte Pierre, ça va le protéger face à tous ses rivales qui grandissent à côté de lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il scinde Substantion, il quitte Substantion et il crée deux maisons mères, on va dire, deux châteaux qui sont Mauguio-Montferrand. Ça, c'est pour ça que c'est vraiment une date clé. Alors ce château de Montferrand, autour des années 1100, on en sait peu de choses, mais on a quelques beaux restes qui nous permettent de faire ce petit croquis. Bon, qu'est-ce que vous observez? Ouais. Ouais, alors le mur, donc effectivement, ce qu'on va appeler le château, c'est la partie haute, fortifiée. Et en bas, c'est ce qu'on va dire, on va appeler ça des maisons de milites castri, en fait, des maisons de chevaliers. C'est-à-dire que généralement, on a le château en partie haute, et autour, on a en fait les résidences des officiers ou même du seigneur qui gravitent autour de ce noyau fortifié, généralement un petit peu exigu. Donc nous, on a la chance à Montferrand d'avoir les bases des enceintes, qui ne sont plus dans cet état
Mais on a ces deux maisons qui sont en partie encore en pleine élévation. Donc ça c'est vraiment une chance parce que c'est les premières constructions. Alors elles ont été construites en 100, 120, très certainement quand même dans un XIIe siècle un petit peu entamé. Mais en tout cas c'est une volonté politique issue de la donation de 1085. Donc voilà cette maison. Je m'arrête sur celle-là parce que c'est celle, vous voyez, on la voit très bien. Vous la voyez? Hein? En fait, vous la devinez, vous avez vu, vous comprenez qu'il y a une surélévation. Et là, c'était en fait, ça correspond à ça. Donc ça, c'est le premier logis. Donc voilà la... Donc on a pu restituer le volume. Donc, vous voyez, c'est une grande maison, hein, en fait, qui est comme un rectangle, enfin, tout simplement. On a une grande porte. Une porte assez large, et on comprend que vu la grandeur de la porte, c'était quand même aussi un lieu de réception, puisque généralement on limite les ouvertures. Hein. À cette époque, on n'a pas de vitrage, vous l'imaginez bien, et donc les menuiseries sont très peu performantes, donc vous allez voir généralement les fenêtres on n'en met pas ou on en met des plus petites. Et là on a au contraire une très grande fenêtre, vous voyez un très grand volume. Qui laisse présager, alors qui est supporté par des arcs ici, vous voyez, qui viennent reprendre les pannes de la toiture. C'est pour économiser du bois, hein, tout simplement. Donc on a plein de pierres, on utilise un maximum de pierres. Et ça permet de créer ce grand espace. Donc voilà, cette grande fenêtre ici, là, qui regarde le territoire, c'est vraiment tout à fait significatif. On a vraiment l'impression qu'ils ont fait un geste architectural pour regarder vers leur terre et on voit jusqu'à la mer, c'est une grande fenêtre, c'est une baie vitrée avant l'heure si on veut, alors qu'elle n'était certainement pas vitrée, comme je vous expliquais, on n'avait pas de vitrage, donc ils ont dû mettre de l'argent, on a dû probablement du vitrail pour arriver à la fermer. Et on voit vraiment qu'ils ont fait un geste architectural pour regarder vers le territoire. Acte politique fort qui se retrouve dans l'architecture. Les bases de l'enceinte, bon, vous voyez, il en reste peu de choses, peut-être un donjon primitif qui était là, suivant les formes en plan, ça laisse penser, mais tout ça n'est pas très certain. Ce sont des hypothèses. Alors là, je pars à Saint-Martin-de-Mont. Pourquoi? Parce que là, je vous ai montré un château qui, au XIIe siècle, est tout à fait colossal pour l'époque. Ça semble petit, hein, ça semble rien, une maison comme ça, mais au début du XIIe siècle, un bel appareil et aussi des espaces aussi vastes avec des aussi grandes ouvertures, c'est assez exceptionnel. Et en fait, on a un deuxième endroit où il y aurait un peu cette exception dans le grand territoire à la même période, c'est Saint-Martin. Pourquoi? Vous voyez en fait, là, on est sur la seconde enceinte. Quand vous rentrez, vous voyez, vous rentrez dans le clos autour de l'église. Hein, vous repérez, vous êtes Vous avez deux maisons. En fait, ce sont deux grandes tours. Aujourd'hui, c'est transformé en maison, mais ce sont deux tours de flanquement qui sont de part et d'autre de la porte d'entrée de l'enclos prioral. Hein, donc c'est un prieuré, c'est un prieuré qui dépendait de l'abbaye de Gélone, donc on vient du désert. Et donc pour affirmer son autorité, pour affirmer l'autorité de l'abbaye, construit ce prieuré et il lui donne des attributs défensifs aussi imposants qu'à Montfort. Donc on les a encore conservés en partie. Et donc pareil, on ne se rend pas bien compte, donc on a des architectures qui sont immenses, qu'à commencer par aller dans les supermarchés, tout simplement, on a des volumes spatiaux qui sont démesurés. Mais là, on est vraiment sur des choses qui sont exceptionnelles, en tout cas pour le territoire du Grand Italie, qui était très rural, au XIIe siècle. Même chose, donc là je fais je diverge vers l'architecture religieuse, mais on est donc bien sûr dans l'église priorale de Saint-Martin-de-Londres. Ce sont des volumes tout à fait exceptionnels pour le XIIe siècle. On retrouve un peu les mêmes idées à Saint-Guilhem-le-Désert, hein, l'église qui est l'église abbatiale romane, qui a des proportions. Alors le gothique est venu après, plus tard, créer des espaces encore plus gigantesques. Et là, on est au XIIe siècle, hein, il faut vraiment y penser. Donc, quand on parle dans ces architectures, il faut vraiment revenir à la modestie de l'architecture du quotidien. Donc, qu'est-ce qui se passe au XIIe siècle? Le territoire du Grand Saint-Nous se trouve de petites églises. Ce sont ces petites églises romanes qu'on a un peu partout. Valfonès, vous avez Saint-Étienne de Gabriac, et toutes les communes avaient leur petite église romane. On ne pouvait pas faire plus simple en église. Un chevet circulaire et une nef, un simple vaisseau.
et un petit appareil roman pour Béoré, on a le même à Saint-Guilhem le désert. Donc vous voyez, on ne pouvait pas faire plus simple. Et ça, c'était le monument de la paroisse. Tout le monde se réunissait là. Donc vous comprenez que quand vous arriviez devant les remparts de Montferrand ou au prieuré de Saint-Martin-de-Monde, ou même mieux à Saint-Guilhem-le-Désert, les gens étaient complètement ébahis par ce qu'ils avaient devant eux. Donc ça, c'est vraiment pour se ramener au quotidien des gens. Et donc voilà ce quotidien déjà de Petit Château. Donc on était tout à l'heure à la crise de la Seine, on y est toujours. Voilà, là on a un petit château, un petit château qui a prospéré, mais vous voyez, ça se résume à quoi? À une tour qui est pleine, hein, en maçonnerie, il y a juste un escalier pour monter au sommet. Un bâtiment, un port de logis qui résume tout l'habitat du Seigneur, des communs qui sont autour, certainement il y a quelques paysans qui vivent, des terres directement en contact avec ce château, et certainement des masures de paysans qui gravitent et qui sont éparpillés sur les terres du Seigneur. Voilà ce qui est un château le plus commun au XIIe siècle. Donc c'est vraiment pour vous situer dans cette... Voilà, je faisais un petit zoom, hein, tout à fait simple. Vous êtes sur la terrasse rocheuse, on est ici. C'est pas grand, hein. On a vite fait de basculer dans le vide, donc il y a des murs. Hein. Mais voilà, il faut vraiment se situer dans ce contexte-là, des gens qui vivent dans des choses très humbles. Hein. Même les seigneurs, l'armée de Masure n'est pas beaucoup plus grande, leur château n'est pas beaucoup plus grand que le seigneur. Ouais. Ah oui, dans la Zerge. Merci. Au milieu. Au milieu, on a fait laser. Ah ouais. Allez, on passe à l'étape suivante. Vous me dites, si vous avez des questions, vous pouvez parler. Je suis dans les temps. Alors là, on passe à une nouvelle étape. On est, vous voyez, on parle de Philippe Auguste. Donc je vous situe. On arrive à cheval, fin 12e, 13e, début 13e. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme grande architecture qui se construit à cette époque-là? Le Louvre. Le Louvre, pas tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, c'est le château. Vous êtes baladé dans les souterrains de Louvre, une galerie commerciale. C'est le donjon. Voilà, bon, c'est une grosse tour circulaire. On peut y faire le tour aujourd'hui. Donc voilà le nouveau type de château qu'introduit l'architecture de Philippe Auguste à la fin du XIIe siècle. C'est ce qu'on appelle les tours philippiennes, qui sont ces gros donjons circulaires, et qui fait rentrer un nouveau vocabulaire quand même dans l'architecture du château, avec vous voyez, des châteaux qui vont devenir flanqués, où on va redécouvrir une vraie logique, on va dire, de défense et de fortification. Vous avez vu, pour l'instant, les grosses tours carrées, même à Montferrand du XIIe siècle, on n'est pas sur des sites qui sont bien défendus. On construit des murs, on met une tour qui affirme le pouvoir, mais on ne cherche pas à flanquer, à faire des archères, etc. On reste, déjà on a des maçonneries à la chaux, très bien taillées, très bien appareillées, c'était des sites qui étaient certainement très impressionnants, mais en tout cas pas très développés dans l'architecture militaire. Philippe Auguste, donc à cette période-là, c'est vraiment le château, on redécouvre le flanquement, on redécouvre quelque part toutes les théories de fortification que les Romains avaient déjà développées, et puis on les améliore. Donc voilà, un grand donjon circulaire. Donc là, on prend le stéréotype du château tel qu'on le définit, surtout des logis qui vont s'ouvrir, des fenêtres, des cheminées qui commencent à arriver. Dans tous les sites, là aussi, je vous ai montré jusque-là, il n'y a pas de cheminée. La manière de se chauffer, c'est un foyer au milieu de la pièce. Ou dehors, en plus on est en région méridionale, généralement le bâti, ça va s'abriter quand il pleut, vraiment froid, mais on vit à l'extérieur. Donc là, j'ai aucune cheminée dans tous les sites jusqu'à cette période-là. Donc là, c'est pour vous donner une idée du confort et de l'amélioration déjà que ces châteaux, alors exceptionnels, hein, je vous montre le château royal, c'est pour vous situer en même temps. Et à la même période, comme je vous expliquais tout à l'heure en début d'introduction, les comtes de Toulouse ont récupéré Comté, mais on arrive en 1900 et Raymond VI, comte de Toulouse, est mis en porte-à-faux par l'Église. On a Innocent III, qui est le pape alors à l'époque, et qui va lancer la croisade albigeoise, qui va faire que progressivement le comte de Toulouse va perdre ses terres, il va les regagner, il va les perdre, comme vous voyez, vous avez quand même une longue période de conflit et de lutte, mais voilà, toute l'échiquier politique local va être complètement déstabilisé. À la même époque,
un petit peu avant, hein, vers 1209, 8, je revérifie la date exacte. En tout cas, Guillaume IX de Montpellier est évincé au profit du roi d'Aragon. Donc vous imaginez, vous avez un comte de Toulouse qui commence à être en porte-à-faux, qui est comte de Mauviau, et vous avez la seigneurie de Montpellier qui est récupérée par le roi d'Aragon. Imaginez voilà, un échiquier politique local complètement bouleversé à ce tournant au début du XIIIe siècle. Et qu'est-ce qui se passe en 1215? On confisque le comté de Montferrand-Mauviau au comte de Toulouse. Et on le donne, on le confie à l'évêque de Maguelone qui devient comte, Guillaume de Tignac, qui meurt peu de temps après, et qui est Bernard de Metz, son successeur, qui va gérer tous les problèmes et les complications qui vont venir avec, comme vous allez voir. Donc ça c'est 1215, alors on était à 1085 tout à l'heure, 1215 c'est la deuxième date que je vous propose. Alors, qu'est-ce que fait le comte de Toulouse? En fait, dans cette période-là, il va au début bien s'entendre avec le roi d'Aragon, et ils vont avoir des visées politiques pour renforcer leur pouvoir, leur domination de l'Occitanie. On pourrait presque parler de volonté de faire une patrie Occitanie, avant que Innocent III commence à rentrer dans ces affaires-là. Et on va voir à cette période-là le comte de Toulouse fortifier ses châteaux, pour leur redonner une nouvelle dimension, quitter le château du XIIe siècle pour aller vers une architecture telle que les princes du Nord peuvent l'inspirer, telle qu'on a vu avec le Louvre. Et donc il va y avoir des chantiers colossaux de fortification. Vous voyez, on a Montferrand, vous situez les constructions tout à l'heure. Ouais, donc bon, je ne vais pas dessiner l'opinion, mais il est là, la petite maison. Il y avait celle-ci. Et là, il y avait la tour. Et le rempart, qui était plus bas, il est sur elle. Donc vous voyez, toute cette partie-là, tout ça est construit. J'ai mis des points d'interrogation là, mais il faut imaginer que c'est une grande enceinte qui est construite aussi, parce qu'elle en sert du bâti. Donc on est en fait dans une véritable petite classroom, même un gros classroom, qui en sert du bâti, qui gravite autour du château. En fait, le château est là, et ce qui est là, c'est déjà une enceinte presque villageoise, si on veut, au moins une enceinte castrale, ce qu'on va appeler dans laquelle va venir de l'habitat et s'organiser toute une vie. En surface intramuros, on est à peine plus petit que la surface intramuros des matériaux. Pour vous donner une idée en termes de taille. Bon, aujourd'hui on ne sait pas ce qu'il y a là parce qu'il y a deux remblais et surtout ça a été complètement arasé. Donc on a peu de traces, mais en tout cas c'est certain qu'il y avait une enceinte. Donc qu'est-ce qu'il fait ce comte de Toulouse quand on est dans les années 1200? Et bien, il va construire un logis colossal et surtout il va aller se servir avec de la pierre de taille qu'il va aller chercher à Saint-Mathieu. Vous voyez, il y a le vieux Saint-Mathieu. Quand on monte au vieux Saint-Mathieu, il y a une épingle à cheveux là dans la route. Et là, vous verrez, vous avez un affleurement rocheux qui est un grès. À Montferrand, on a du calcaire dur, calcaire gris, on a du jurassique, on a partout. Et là, à ce petit endroit-là, on a un affleurement qui est du grès. Et en fait, toutes les maisons qui sont construites ici sont sur ce substrat rocheux. Toute cette colline est dans ce grès. Et donc, ils vont aller se servir, ils ne vont plus se servir sur place, mais ils vont descendre jusque là, ils vont aller extraire de la roche dans ce grès et ils vont le remonter au château. Ce sont des gros blocs de pierre de taille qui sont à peu près comme ça. Vous voyez, c'est des costauds. Donc là, il faut imaginer toute une organisation de chantier. Là, on extrait les blocs, on les taille sur place pour limiter leur poids et les ranger, on les charge sur des charrettes et on fait des allers-retours au château. Donc, chantier colossal qui est entrepris. Tout ce bâtiment est prévu d'être construit en grès, une grande barbacane ici de défense. Vous voyez, on rentre vraiment dans une logique d'affirmation du pouvoir par la militarisation du site. Une barbacane qui protège, des crénages, une tour ici d'escalier. Donc voilà une cave encore conservée, une autre cave ici en croisée. Voilà ici. Donc voilà ces caves. Donc elles sont aujourd'hui debout. Ces parties-là, ce que vous verrez sur les vidéos dans la couleur crème, c'est ce qui existe aujourd'hui. Voilà, c'est les caves qui ont servi de prison au XVIIe siècle, et certainement avant. Mais vous voyez déjà des grands volumes, voûtés. On n'est déjà plus sur la maison où on voit les charpentes du XIIe siècle. Une aula. Donc une aula, c'est une salle de justice, une salle de pouvoir, qui est liée avec une chapelle. La porte était ici, communiquer avec la chapelle. Et donc vous voyez une grande aula voûtée.
comble. Je passe. Donc ça, on est sur des... Voilà, le château. Donc là, vous êtes déjà sur une extension. Hein, voilà, les grandes façades. Et ça, vous voyez, c'est les créneaux qui sont construits sous le camp de Toulouse. Ils sont là. Ça, c'est le niveau de crénage du XIIIe siècle. Donc on rentre dans ce bâtiment. Voilà ce grand bâtiment d'entrée qui est conçu. Aujourd'hui, l'entrée. Bon, il y a des remblais, bien sûr. Donc ça, ce sera des opérations archéologiques très intéressantes parce que ça permettra de découvrir toutes ces parties construites sous les camps de Toulouse. Cette cave, voilà, dégagée de ces remblais, la porte, ça va reprendre. Une trappe qui communique avec l'étage supérieur. Donc là, on est vraiment dans les niveaux du XIIIe siècle. Derrière nous, on a une cheminée, la première grande cheminée du château et la seule encore au XIIIe siècle. Mais ça monte, vous voyez les espaces qui commencent à être divisés, on n'est plus sur un seul volume, on met des murs qui vont diviser l'espace, donc on va spécialiser les salles. Donc, vous voyez, on rentre dans une toute autre logique architecturale qui est inspirée déjà des châteaux du nord de la France principalement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fortifie les parties basses avec des ours et des systèmes de flanquement. Les ours, c'est... Voilà. Donc voilà notre château du XIIIe siècle. On part au début parce que vous avez raté. Donc avec cette idée de grande enceinte, les maisons éparpillées, le château. C'est schématique, mais ça vous a une idée. Et donc des ours qui viennent s'accrocher sur tout le tour de... Vous voyez, on est déjà dans un autre vocabulaire que le château du XIIe siècle. C'est pour ça que vous avez des moulins, on a des trous tout le long de l'enceinte. Et vous voyez là, c'est la ligne de démarcation de ce qui existe et de ce qui existe. Donc voilà il faut vraiment s'imaginer que les villages, j'allais venir, mais les villages tels qu'on les conçoit aujourd'hui, ils n'existent pas encore. Au XIIIe siècle, il n'y a pas de regroupement villageois aussi gros que les Mattel, que Saint-Martin-de-Bronx, Saint-Mathieu-Tréviers, bien sûr. C'est éclaté. Toute l'habitat est dispersé. Donc Montferrand, en soi, derrière les remparts, vous avez donc, déjà tous les officiers et toute la gestion du château. Il y a quand même entre les notaires de la justice, il y a les familles derrière qui sont tous ces gens qui sont confiés l'autorité. Le château, il est confié à un châtelain aussi. Au camp de Toulouse, vous imaginez bien qu'il ne réside pas à Montferrand. C'est confié à un châtelain qui administre ces terres. Et tout le long, même l'évêque, après, quand ça va être c'est pareil. Donc c'est ces familles qui sont autour, plus les paysans qui dépendent directement du château. Et donc tout ça, ça fait une petite ville qui se structure dans et autour du château. Il faut imaginer que le Pic Saint-Loup est complètement occupé à cette époque-là. Au pied du Pic Saint-Loup, on a au-dessus de Mortiès, au-dessus de la combe de Mortiès, vous avez le plateau avec le pas de la Poustère, pour ceux qui font la randonnée. Tout ça, on a des masses, on a de l'activité. L'ermitage du Pic Saint-Loup, ce n'était pas tant un ermitage que ça, parce que c'était une chapelle, une petite chapellénie qu'on retrouve au XIVe siècle qui s'appelle Saint-Loup. Et donc certainement, son nom, c'est une hypothèse au pic. Et donc dedans, cette chapelle, elle est là pour le chapelain, il est là pour être avec tous les habitants du Pic Saint-Loup, de la combe de Mortiès, etc. Et du château de Montferrand. Donc c'est vraiment, vous voyez, il faut vraiment voir le territoire très éclaté, des habitats qui sont dispersés, et tout ça en réseau. Alors, je reviens dessus, hop, je passe. Donc voilà, vous êtes venu sur ce que j'ai déjà tout expliqué, mais voilà ce territoire de Montferrand, du Val de Montferrand. Vous voyez, ça c'est toutes les masses qui doivent, donc on appelle ça un anse au Moyen-Âge, c'est l'ancêtre des masses actuelles si on veut, qui est le dernier échelon de la féodalité. C'est des petits châteaux, des fois c'est entre le château et le mas, comme on l'a vu avec la tour de Mélitis. Et donc il y en a plein, vous voyez, c'est tous les points bleus qui dépendent du château de Montferrand directement. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas d'un autre seigneur avant. À Brissac, on a vu toutes les masses qui dépendent de Brissac, et Brissac dépend de Montferrand. Là, c'est directement le Val de Montferrand qui va directement au château payer ses redevances. Vous voyez, je ne mets pas de village en avant parce que tout simplement les villages ne sont pas réellement structurés. Généralement, les villages ce sont des masses ou ce sont des regroupements autour de l'église paroissiale, la petite église romane. Et l'église romane, elle n'est pas au sein d'un village, elle est surtout au sein d'une paroisse. Une paroisse, c'est une tendue de terre et elle est là pour être en relation avec toutes les masses qui sont dispersées.
certainement d'ailleurs la dimension des paroisses, c'est à peu près ce qu'on parcourt facilement d'un mas à l'église pour s'y retrouver régulièrement en quelques heures. Donc voilà le village primitif. Là c'est pareil, vous voyez, je fais des allers-retours entre Montferrand et le territoire. Donc voilà, au XIIIe siècle, vous avez eu le château de Montferrand qui se fortifie, qui devient colossal. Mais qu'est-ce qu'un castrum, qui est les premières formes de village du Grand Pic Saint-Loup. Vous avez Montpellier à côté qui était déjà une ville, hein. Là je parle vraiment du Grand Pic Saint-Loup. Et là ce sont des castrums. Donc qu'est-ce qu'un castrum? C'est exactement ce qui se passe à Montferrand, sauf qu'à Montferrand on a un gros château au milieu, là on a un petit château, vous voyez on a encore une co-seigneurie. Vous avez deux petits châteaux. Donc on est au castrum de Montvert, à Valfonès, on est juste à côté. Donc 3 km à vol d'oiseau, même pas à et donc là vous avez deux châteaux, ces deux frères, hein, et qui prêtent hommage au château de Montferrand, bien sûr. Et vous voyez toutes des maisons qui se développent autour et des cultures. Voilà, des cultures, une colline qui est exploitée et qui descend jusque dans la vallée. Vous voyez la configuration aujourd'hui, c'est un tas de cailloux. S'il y en a qui ont fait de la randonnée, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés autour de Valfonès. Attention sur ces sites, c'est toujours bien sûr escarpé et caillouteux et il ne faut pas s'approcher des bâtiments, mais voilà, vous avez une idée de ce site. Et donc les Matels échappent à cette règle. Hein. Je dis les Matels parce que c'est le gros village qu'on a en tête au Moyen-Âge, mais le village des Matels se forme tel qu'on commence à le percevoir à l'époque actuelle, au XIVe siècle. À cette époque-là, c'est rien de plus, entre guillemets, hein, c'était déjà beaucoup pour l'époque, un gros monstre, un petit château avec des habitats qui se structurent autour. Donc encore une fois, vous comprenez quand ils arrivaient dans la grande salle de Montferrand, les gens qui prenaient la partie, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà la porte d'entrée. Alors, vous donnez l'idée de la porte d'entrée du village. Du castrum, pardon. Allons m'approcher. Du castrum, pour rentrer là, il y a une chicane et la deuxième porte est ici. Vous voyez que c'est une porte à un seul battant qui vient mourir sur un mur en terre sèche, avec ici une barre qui permettait de fermer la porte en tirant la barre de soutien. Il n'y a pas de freinage, hein. Ça s'arrête et les maisons s'appuient contre. Donc c'est vraiment le castrum au XIIIe siècle, au XIIe, au XIIIe siècle. Des choses très humbles. Voilà une porte d'entrée de maison. Pareil, vous avez un petit victoire qui permettait de tirer la barre et de fermer. Alors on a des maisons qui sont plus ou moins soignées, il y en a qui sont en appareil un peu brossé, d'autres qui sont déjà plus appliquées avec des appareils bien réguliers. On voit qu'il y avait un confort un peu plus développé, mais enfin, presque, si vous voulez, là on atteint le niveau de confort qu'on avait peut-être dans la maison du XIIe siècle de Montferrand. Donc on voit qu'il y a un certain retard entre l'habitat seigneurial et l'habitat plus humble autour. Voilà, les maisons, vous voyez, typiquement dans ces maisons sont généralement les maisons d'un castrum, c'est un rez-de-chaussée et un étage. En fait, c'est deux salles. Au rez-de-chaussée, on y fait plutôt les activités. La cuisine, avec un foyer au sol, pas de cheminée, encore une fois. On y retrouve souvent des armoires qui peuvent servir à stocker des choses, peut-être à poser la lampe à huile, etc. Et à l'étage, l'endroit où on dort, et toute la famille dort, peut-être des fois des petites cloisons improvisées, mais vous voyez, on est dans des choses qui sont assez humbles. Donc voilà les Matels. Alors, est-ce que vous voyez le castrum des Matels sur ce plan? Là, qu'est-ce qui vous fait dire où vous identifierez le premier castrum? Ouais. Oui, alors c'est vrai qu'on a utilisé ce mot circulaire, ça a permis de démocratiser cette idée-là. Et en fait, généralement, voilà, c'est là, c'est le petit. Et alors, quand on étudie le cadastre de 1830, on devine une tour qui s'est implantée dans ce creux actuel. Et sur les dessins de Hamelin, pareil, des années 1830, on a une tour qui émerge, un bâtiment un peu plus haut que les autres. Il laisserait penser à une tour qui a été démolie un peu. Donc, bon, ça a dû être démoli dans les années 1900, 1800, mais en tout cas, on peut supposer qu'on avait aussi une petite forme, un petit château, d'où le nom de la facette, qui s'appelle Place du Château, certainement pas pour rien. Et donc, vous voyez, ce village, ce premier castrum, ce mas, au début, les Matels en sont en un mas, et puis progressivement, ça va grossir, mais à partir du XIVe siècle. Voilà, on se fait en haut. Alors, je suis, oui.
simule beaucoup de choses. Donc les perspectives sont à l'échelle, hein. Ce sont les plans, les relevés exacts ont été faits, mesurés. C'était mon travail de thèse. J'ai fait les relevés des sites et là je les ai montés en perspective cavalière. J'ai mis le plan à 45, j'ai tiré les verticales et après je les ai. Donc le Mans, on n'est pas loin du château, c'est juste qu'on a plus d'attribut défensif réel, si ce n'est une tour qui est là pour affirmer un pouvoir féodal. Le pouvoir féodal, c'est le pouvoir même si c'est un riche paysan ou un tout petit seigneur qui a son anse, qui a ses terres autour et donc c'est son fief. Même si c'est très limité, si ça se limite à un rayon de 5 km, même de 3 km voire moins, il veut affirmer son fief et son bien. Donc il construit une petite tour et ça ne sert pas uniquement à ça, généralement on peut supposer que ça servait, comme c'est toujours au centre du domaine, à renfermer les denrées les plus précieuses. Peut-être les semences pour l'année suivante, le grain temporairement pour aller avant de le mettre au marché, de l'outillage, vous pouvez imaginer tout ce qui est précieux, et puis les revenus, il y a quand même quelques revenus qui sont générés, c'est quand même les Mans sont des économiques, donc en général, donc on a cette tour généralement toujours au milieu, je vous parlais de Casse de Vieille, on a Quérol, on a encore la tour Quérol au Matel qui dépasse, pour de Vias aussi au Matel. Et donc vous voyez une des exploitations agricoles très dispersées, des petites maisons qui tournent, il y a plusieurs familles qui gèrent ces Mans généralement, même s'il y en a une principale qui est la détentrice du fief, et les cultures, et tout ça s'entremêle entre troupeaux, d'autres activités. On a des fours à chaud par exemple ici, donc on voit qu'on diversifie dans les petits revenus qu'ils généraient, ils généraient déjà un peu de subsistance pour eux pour se nourrir à l'année, et le surplus ils le vendaient sur le marché. Et tous les seigneurs, ces petits seigneurs et ces paysans, les riches paysans, c'est parce qu'il a prospéré, qu'il a un petit fief, mais ils diversifient leur activité pour d'autres revenus. C'est pareil, le castrum, s'il y a de l'habitat qui se autour, pour le seigneur, c'est aussi un revenu complémentaire. On est vraiment dans cette logique-là. Il y a toujours le nerf de la guerre, on a toujours une idée de. Voilà, je zoome un peu. Voilà le cœur du Mans. Il ne faut pas voir ça, il ne faut pas y voir des remparts, il faut y voir des entassements de pierres sèches qui permettent de faire des enclos pour le bétail qui vit en grande proximité avec les hommes. Et vous voyez ici un petit regroupement de maisons qui s'isole derrière ses propres murs. Et donc on imagine, voilà, il y a une petite barrière entre le bétail, etc. On comprend une vie qui s'organise. Ici vous aviez des chemins à moutons. Un faire le nom, je m'échappe. Draille, merci. Vous voyez toutes ces drailles qui convergent vers le centre. Donc encore une maison à 2 étages, rez-de-chaussée, étage, limite du plancher. Toujours cette organisation. Vous pouvez regarder quand vous passerez, vous verrez que c'est vestiges. Allez, on passe à une autre époque. On va faire un grand mot entre les décorations. Je ne vais pas m'attarder sur chaque dizaine d'années. Aigues-Mortes, construit au milieu du XIIIe siècle. Alors là, on passe encore à un autre vocabulaire. Alors vous voyez, on est à la même époque que les Mans et les castrums que je vous ai montrés. Alors vous comprenez que quand le roi de France vient construire Saint-Louis Aigues-Mortes, c'est autre chose. Là, dans cette tour, vous devez avoir tout le castrum de Mirabel qui remplit la tour, qui remplit après la base de la tour. Donc voilà, vous comprenez que vous avez des architectures. Le quotidien des gens était très humble, et à côté, on a des choses, des villes qui se développent, Montpellier, Aigues-Mortes qui prend naissance, des choses tout à fait colossales pour les gens de l'époque. Donc 1250, qu'est-ce qui se passe? Donc le roi de France, je vous avais dit que le comté de Montguillot dépendait des papes, mais le roi de France, maintenant qu'il a bien rentré avec les croisades de la Bijoie dans toute l'Occitanie, il ne va pas laisser le petit comté de Montguillot, même s'il appartient au pape, au milieu de ses terres, vous imaginez bien. Donc pendant, on va dire, de Blanche de Castille et la régence de Saint-Louis jusqu'au milieu du XIVe siècle, les officiers du roi de France vont harceler des comptes, des comptes de Montguillot. Ça va être des guérillas, on va dire, telles qu'elles se font au Moyen-Âge. Plus généralement, c'est pas des grandes guerres. La grande guerre autour de Montferrand, dans le territoire, ça va peut-être être à la succession des comptes héréditaires et des comptes de Toulouse, où on sait que là, il y a un siège qui est fait à Montferrand, un siège qui est fait sur le château de Montredon, à Montguillot, etc. Donc là, c'est 2 ans de lutte certainement assez plus violente que la normale, mais généralement, là, pendant tous ces conflits entre les autorités royales et
dirai pas. Mais généralement, on voit il y a souvent des actes de justice qui sont derrière, qui sont négociés, etc. Et on voit très rarement des morts par la bataille. C'est plus c'est le bétail qui est tué. Des fois, il y a des blessés, et généralement, derrière, ça ouvre à quelques années de procès, compensation à la famille, etc. Donc, et comme tous ces gens vivent quand même sur le même territoire, ils sont beaux assénés, ils se connaissent quand même. Donc, voilà, tout le monde a des intérêts imbriqués, donc vous imaginez que les choses ne sont pas... voilà, c'est vraiment de la petite guerrière. Donc, qu'est-ce qui se passe pour s'implanter dans le territoire? Guillaume de Pian, sénéchal de Carcassonne, officier du roi de France, qui fait construire la roquette, château de Villeurès, en face de Montferrand, sur l'Orcus. Donc vous avez vu le château de Montferrand en 1200, il est construit par les comtes de Toulouse, achevé, bricolé par le comte de Mouillot, l'évêque comte qui récupère le comté, un peu simplifié. Et là, le temps royal vient construire une véritable forteresse à la mode royale, avec absolument indéfendable. Il y a une échauguette qui ne sert à rien. Vous imaginez bien que par cette archère, vous ne tirez pas une seule flèche sur un assaillant. Elle ne dépasse pas des murs. La tour ici, qui est sur le modèle d'une tour philippienne, comme on l'a vu au début au donjon du Louvre, bon, en plus petit, hein, bien sûr, mais enfin, c'est la même idée du pouvoir royal. Elle ne flanque pas le château. On a des grandes fenêtres, on va voir. Donc tout ça, c'est vraiment pour en jeter. On installe le roi, ça lui permet par son officier, le sénéchal de Carcassonne, qui installe des officiers et une petite cour de justice et venir faire de l'ombre à Montferrand. Donc on est vraiment sur un château à la mode royale, alors voilà, proportionné pour le Grand Pixelou, hein, on n'est pas au Louvre, mais on est sur voilà, un petit château avec des attributs très symboliques qui sont sur lesquels ne devaient pas se tromper les gens à l'époque. Ça, c'est un château royal. Voilà, une photo du château, vue depuis le Pic Saint-Loup. Enfin, en montant au Pic Saint-Loup par le pas de la Postère. Et vous à 11 août si vous voulez la même photo. Vous voyez où est la tour? Vous voyez, à gauche? Ah. Non, alors oui, peut-être vous parliez des chauquettes. Non, effectivement, il y a des chauquettes. Mais vous avez vu, il y a aussi une grande tour. En fait, les bases, voilà, les bases sont là. Et puis là, c'est toute là, c'est le logis. Et ici, vous avez la grande salle de justice et de pouvoir. Alors, voilà le château reconstitué. Alors, c'est une reconstitution. Toutes ces reconstitutions sont faites d'après les relevés de terrain. Pour Villeurès, on n'a rien d'autre. On a des documentations écrites, mais qui ne parlent pas du château ou de l'architecture en lui-même. Pour Montferrand, on est un peu plus fourni. Mais donc, Villeurès, voilà, après la tête du château, un haut. Après, il faut imaginer qu'autour de l'écriture, des maisons, etc., comme tous les autres sites. Mais voilà le château avec sa tour philippienne qui est vraiment là pour. À la mode philippienne, hein, qui est mort depuis un petit moment maintenant, depuis 30 ans. Mais en tout cas, on construit toujours, c'est devenu le stéréotype du château royal, les chaudières que vous avez là, et vous voyez quand même des fenêtres importantes qui se développent. Et là, on est vraiment sur un tout autre art de vivre que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà, on rentre à l'intérieur. Pour ceux qui ont déjà vu, alors attention, je le répète, ces sites sont dangereux, donc à regarder de manière distante. Les murs, hein, c'est toujours des pierres qui peuvent se décrocher, etc. Aujourd'hui, le site, pour ceux qui ne le connaissent pas, est à peu près ruiné jusqu'à au-dessus des fenêtres, ici. Et là, il est un peu plus bas, la cheminée a disparu, bien sûr, et tout le sol a disparu également. Donc voilà, vous voyez, un grand volume. Alors là, on a construit une nef presque sur ce rocher. Déjà, on va chercher dans le vocabulaire du gothique. Même au Montferrand de 1200, vous voyez la petite là-haut là, mais bon, on est déjà 50 ans avant. Et c'est construit par des pouvoirs très locaux qui sont les comtes de Toulouse. Donc on reste, voilà. On passe en documental, mais pas encore. Là, on commence à être vraiment rapidement. Donc, pareil, vous imaginez, vous voyez ces gros sièges, ces grandes fenêtres. Quelqu'un qui vit encore dans les casse-rooms et immenses, ça, c'était. Là, on comprenait qu'on avait une autorité vraiment puissante qui venait. Alors, voilà.
ça ne se limite pas au château, hein, vous comprenez bien que vous avez des bâtis, des maisons univitesse castries, on a encore quand même les officiers, il faut bien les loger autour, donc on construit ces maisons qui sont attenantes, et des cultures et une vie économique qui gravitent en contact direct avec le château. Ça subsiste, et ça va subsister jusqu'au début du XXe siècle. Les villages, d'autres sur les lignes, d'autres sur la campagne. Voilà, donc là on passe dans un vrai passage de transition. Le pouvoir comptable progressivement va s'effriter avec les rois de France et les Montpellier, une très grande ville, et tout le territoire est sous l'influence de Montpellier. Donc l'évêque en fait va accorder des privilèges comme ça se fait déjà au XIIIe siècle. Il y a un peu de retard peut-être dans l'Empire Saint-Louis, à la fin du XIIIe siècle, où l'évêque accorde, l'évêque qui est comte, accorde des privilèges 3 fois aux habitants du Val de Montferrand. Et donc les habitants vont former une communauté d'intérêt pour être représentés auprès de l'autorité comptable. Ils vont choisir comme siège, vous savez, vous allez en entendre parler, hein, les Matelles, et donc c'est probablement à partir de là que les Matelles vont prospérer et grandir. Alors je remets cette carte pour vous situer le Val de Montferrand. Donc la communauté du Val de Montferrand, le terme, on va dire historique, c'est bien communauté, c'est un regroupement de paroisses pour défendre leurs intérêts auprès du comte et puis plus tard auprès du roi quand les états généraux touchent la province. Donc c'est les carrés bleus. Ça c'est les paroisses qui font partie. Donc les paroisses, vous avez compris, c'est un territoire, hein, c'est pas qu'un Castrou ou qu'un Reims, c'est un territoire dans lequel il y a plusieurs danses, plusieurs ordres. Ça c'est les paroisses qui sont reliées et puis on a des petites localités un peu qui en dépendent, qui sont des manses. Combaillot, à la fin du XIVe siècle, devient un castroum, donc on voit qu'il y a un manse qui a réussi et qui regroupe de l'appropriation. Dans les textes, il devient le manse, il devient castroum. Saint-Clément, les Pins, Viol, Virenque, qui sont rattachés, donc la paroisse n'est pas dans la communauté, mais ces petites localités en font partie. Donc voilà, je vous ai dit, les Matelles passent du manse au castroum. On a un second niveau d'enceinte qui se profile ici, qui peut être resté assez humble, mais peut-être s'approcher plus de l'enceinte de Montferrand, telle qu'elle est conçue au début du XIIIe siècle, même si on est 80 ou 100 ans après. Il y a un certain retard, donc l'architecture atteint toutes les couches de la société, et donc là on ne construit certainement pas les remparts des morts, vous comprenez bien, c'est une petite enceinte. Donc ça on a vu. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Donc voilà, les villages commencent à se former, on le sent, et on arrive au XVIe siècle. Donc, je vous fais un remontement, hein. Je saute au XVe où les choses sont un peu plus stables. Et en fait, pardon, excusez-moi, je n'ai pas dormi à l'entrée. On arrive au XVe et on a la guerre de 100 ans. Donc, oui, tout le XIVe la guerre de 100 ans n'impacte pas directement le territoire suffisamment fort pour le ressentir dans l'architecture au XIVe siècle. C'est cette période qui est, on dira, on a peu d'éléments architecturaux à vous apporter, mais les règles recommencent au début du XVe siècle, et là, ils s'approchent beaucoup plus, et là, on a les grandes compagnies qui vont errer sur les territoires, et donc l'insécurité va se faire sentir de partout. Les grandes compagnies, vous savez, c'est des mercenaires qui sont engagés par un camp puis par l'autre, par les Anglais, par les Français, et qui, des fois, en période de paix, 100 ans, c'est pas 100 ans de guerre continue, il y a des périodes de paix, et donc ces grandes compagnies, elles sont dans ces périodes-là, elles peuvent errer, et donc, pour subsister, elles vont piller généralement, ou rançonner généralement, les villages. Donc, vous êtes à quoi si vous voulez rançonner. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les villages vont se fortifier. Et là, on rentre dans les villages tels qu'on commence à les percevoir aujourd'hui. Donc, vous voyez, on a mis du temps. Hein. Donc là, qu'est-ce que... Bon, quels éléments vous connaissez? Vous en avez vu d'autres dans le grand territoire? Saint-Jean-de-Cucu, vous voyez des tours rondes comme ça, vous en avez d'autres? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Ouais. Il y en a beaucoup qui ont disparu, ces éléments qu'on savait, mais. Oui, il y a la tour, alors oui, il y a la tour, effectivement,
Je ne saurais pas si elle est directement attachée à toute période. Tout simplement, il y a Saint-Martin-Mont. Saint-Martin-Mont. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Alors là, on est justement à Saint-Martin-Mont. Alors vous regardez comme ça, quand vous êtes attentif sur les façades, quand vous verrez, qu'est-ce que vous remarquez sur cette façade qui peut vous interpeller? De quoi? Là? Alors, soit c'est des arbres qui s'ouvrent tardivement. Alors, on est dans le rempart, je vous aide, en fait. On est dans l'enceinte, donc on n'avait pas là. Hein? Ouais. Alors, quelle trace de l'ancien qu'il y a? C'est ça, en fait. Tout ça? Ouais, c'est ça. Là, vous voyez cette ligne? En fait, c'est le... Qu'est-ce que c'est à votre avis? Ouais, c'est le chemin rond. je vous fais pas. Et regardez, à Vielle-le-Fort, on l'observe aussi, vous voyez? À Vielle-le-Fort, on a ce qui a disparu à Saint-Martin-de-Mont. Qu'est-ce que c'est votre avis facile? Une tour, plus précisément? Voilà. Oui. Donc ça, c'est la porte. On avait exactement les mêmes. On en avait 3 identiques à Saint-Martin-de-Mont. On a une représentation de 1820 qui les montre, qui en montre une encore. Mais tout ça au 19e avec les modes de percée, on a dit, malheureusement, on a détruit tous ces éléments-là. Elle est conservée à Vielle-le-Fort. Vous l'avez où? Vous en avez deux autres conservées dans le Grand Père, dans le Grand Pissin. Elles sont sur le même village. C'est des quiz. On pourrait faire le quiz du Grand Pissin. Oui, j'ai entendu les Matels. C'est ça. Vous avez 2 portes au Matel. Les Matels, le village a conservé ces 2 portes médiévales. Alors, très transformées. Vous voyez ici, elle est transformée en clocher. Certains peut-être s'en rappellent, il y avait la mairie à Pauly à une époque. Je crois qu'elle a été retirée dans les années 90. En fait, ils ont transformé la porte en clocher, en beffroi de mairie. C'est ce qui l'a préservé au 19e siècle, très certainement. Et quand ils ont enlevé quand la mairie a été démolie, on a redécouvert le rempart. Donc voilà à quoi se ressemblait cette tour au 15e siècle. Hein, je vous remonte l'image précédente. Vous voyez, en fait, ça, qu'est-ce que c'est à votre avis? Ces fenêtres? Ouais, les créneaux. Les créneaux. Vous voyez qu'ici, vous avez, j'ai entendu meurtrière, on n'est plus déjà dans les meurtrières, on passe dans les bouches à feu. Un trou circulaire pour tirer le trait à poudre. On passe, voilà, ça y est, on bascule notre... voilà. Au milieu du XIIIe siècle, on fait des grandes fentes de tir, des archères, mais là, on bascule au XVe siècle. Donc l'artillerie a fait des progrès et toute bonne place forte a son lot de couleuvrines et de traits à poudre et garde aussi des arbalètes qui restent très efficaces jusqu'au XVIIe siècle. Donc on fait des bouches à feu. Donc ça c'est le crénage, voilà, les fenêtres qu'on voit là-haut, c'est le crénage, elles ont disparu, je crois qu'elles ont toutes disparu au Matel, mais les bases, on a une porte au Matel, c'est celle qui est intéressante, c'est la porte qu'on appelle la porte du pont-levis. Il n'y a jamais eu de pont-levis, hein, donc il ne faut pas se méprendre, mais par contre vous passerez dessous et toute la partie d'entrée est très bien conservée. Autant ici elles ont été transformées, il y a des voûtes qui ont été rajoutées, vous verrez au Matel, vous avez toutes les poutres qui sont des grues, donc des troncs d'arbres qui sont directement, et c'est le plafond d'origine du passage en tout. Les remparts, il y a un chemin rond qui passe derrière la tour, au Matel il passait à l'intérieur, et le rempart était un peu plus en avant et rentrait dans les portes. Donc on a une terrasse de défense, une salle qui est en lien avec le chemin rond, un corps de garde qui commande les assauts noirs au-dessus des portes, et un double système de portes qui se ferment de 2 côtés. Donc vous voyez, là on rentre dans une toute autre logique. Ça y est, Montferrand est dépassé. Donc là, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on voit que les villages prennent de l'avance. Montferrand est plus fortifié et les villages prennent de l'avance et ils se fortifient avec des attributs qui sont en proportion plus petite, hein, mais déjà comparables à ce qu'on avait à la morte, avec des bons systèmes de flanquement, on construit des tours circulaires pour flanquer les angles. Donc voilà, les Matels, allez, un petit récapitulatif. Combien de temps de développement? 1, 2, et vous voyez le troisième, la grande enceinte. Voilà. Les 2 portes, ici. Une tour ici.
alors je crois qu'effectivement il n'y a jamais eu de tour circulaire. Alors pourquoi à votre avis, tous ces remparts se ressemblent d'un point de vue du Grand Saint-Louis? Là, vous pouvez imaginer qu'il y a une autorité en fait, tout simplement qui est là et qui donne les calvas. Les habitants, en fait, donc on est en 1425, dans ces eaux-là, les habitants du Grand Saint-Louis demandent à l'autorité royale et à l'autorité comtale le droit de se fortifier. Ils font la demande aux deux autorités. Donc vous voyez, ça y est, maintenant on est bien dans le royaume de France. Et de toute façon, les habitants vont chercher la protection auprès du plus puissant, donc auprès du roi de France. Mais l'autorité comtale, l'évêque comte, est toujours aussi là, et ils donnent leur autorisation. Donc il y a un calva et un vrai cahier des charges, et c'est pour ça qu'on a les mêmes portes, les mêmes tours circulaires, les mêmes enceintes, les mêmes chemins. Alors il y a des variantes, hein, je caricature, mais on est là où il faut vite se fortifier. Hein. Les villages, Pontmaillot et Cry, c'est le dernier village à se fortifier. C'est encore un classroom tel qu'on l'a vu avec les enceintes en pierre sèche, etc. On l'a vu au XVe siècle. Et ils écrivent spécialement au comte et à l'autorité royale, ils disent tous les villages sont fortifiés et nous, on est devenus les plus vulnérables. Même si on a une défense, quand on est sur un classroom, c'est des défenses du 14e et du 13e siècle. C'est surtout des enclos pour l'État, plus que des défenses. Vous comprenez que c'est séparation. Donc voilà, dans les parallèles, on en a 5 des villages forts dans le Saint-Loup. Ici, là, pardon, je vais tirer. Donc on a Saint-Martin-Long. Vous voyez, on fait une petite révision. Qu'est-ce que c'est là? Ouais. C'est ça, le prieuré, la première enceinte avec et donc vous voyez qu'est-ce qui se passe. Bon, entre-temps, certainement des habitats sont agglomérés. Et hop, vite, on fait une grande enceinte qui va tout enserrer. On laisse des places vides, certainement, parce qu'il y a des manses qui sont abandonnées à cette période-là, justement. C'est pour ça qu'on a des manses médiévaux abandonnés sur ce territoire. Et les gens viennent se réfugier, vivent dans l'enceinte aussi, ou autour, à proximité. Et on a aussi un changement climatique, un climat qui est moins favorable à cultiver les hauteurs. Donc c'est pour ça que les manses se délocalisent dans la vallée. Donc vous voyez, on est dans une période charnière. On abandonne les hauteurs, on abandonne les vieux sites perchés. Et on vient dans la vallée pour cultiver de manière plus intensive et se réfugier dans les villages. Base de Londres, même principe, vous avez l'église romane. Qu'est-ce qu'il y avait donc le château a beaucoup reconfiguré les choses entre temps, mais très certainement un passe-trou, comme sur les autres sites. Quelque chose en plaine, donc peut-être un peu plus particulier. Et on vient s'accoler à ces deux foyers de peuplement, en fait, l'enceinte. Allez, passe. Rentrons dans le temps. Guerre de religion, donc on est à la guerre de 100 ans, au 14e, 15e siècle. Et là je fais un bon temps parce que je vais terminer par Montferrand. Donc nos villages, vous avez compris, ils sont fortifiés, on commence à avoir des villages tels qu'on les perçoit aujourd'hui, avec les enceintes qu'on leur connaît. Et donc le château de Montferrand va être un vrai lieu stratégique en plein dans les guerres de religion. Alors, il va servir d'abri pendant le XVIe siècle, par exemple, l'évêque Pélissier va se réfugier dans le château de Montferrand. Il va y résider et il demande à bien l'apprécier, puisque dans son testament, il demande que tous les frais, les taxes du Val de Montferrand, on est au XVIe siècle, on perçoit encore les taxes et les territoires telles qu'elles étaient définies au Moyen-Âge. Et donc il va demander à ce que la chapelle du château soit restaurée. Donc on voit qu'au XVIe siècle, le château est entretenu, il y a toujours des officiers qui prennent les taxes. On reste dans le système féodal, finalement, en perception des revenus. Donc qu'est-ce qui se passe par contre à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe? Les protestants vont s'emparer de plusieurs villes du sud de la France, dont Montpellier. Tous les terres sont jetés à l'extérieur de la ville. L'évêque est obligé de quitter en précipitation sa cathédrale. Il avait un peu anticipé les choses et il se réfugie à Montferrand. Il avait commencé à fortifier. Voilà Montpellier, en 1622. Donc 1622, donc dans les années 1610, la ville est prise par les protestants, qui vont fortifier la ville. Alors vous voyez, bon, là je vous fais quitter une autre dimension. Les Mattel au milieu de ça, c'est Montferrand, ça va faire un petit cercle comme ça. Donc Montpellier
projet la ville médiévale. Alors vous voyez l'enceinte médiévale, hein, vous comprenez le plan, les tours, ça doit être la tour des Pins, d'accord. L'Arc de Triomphe est là, le Pérou. Là c'est la tour aussi. La citadelle Joffre n'existait pas encore à l'époque, c'est avec un pointé là, l'esplanade, la commune, le Corot, la ville. Donc ce qui est intéressant, donc déjà vous voyez qu'à côté de Big Saint-Loup, vous comprenez qu'il a un peu de mal à exister face à. Ça reste un territoire rural aux portes de la très grande ville et littoral qui est très commercial durant tout le Moyen-Âge, mais il en moins qu'il y a de grands échanges entre la campagne du Big Saint-Loup et la ville. Donc, enceinte médiévale dépassée, la commune clôture qui se structure au XIIIe, XIVe siècle, avec la tour des Pins qui est le représentant de cette ancienne fortification. Et donc les protestants s'emparent de la ville, et comme ils font sur toutes les villes qui vont prendre, quand ils vont prendre la place, ils vont prendre la ville, ils vont construire un système de bastionnement devant enceinte médiévale. Alors est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui tourne autour des villes? Ah, alors, il y a quelqu'un qui cherche sur Internet. Vous n'avez pas de réponse à ce qu'il a. C'est un boulevard. Donc en fait, le nom de boulevard qui tourne autour de la ville, c'est issu de ces fortifications. Quand on accole une fortification bastionnée devant une défense médiévale, c'est ce qu'on appelle un boulevard. Voilà. Vous voyez que le siège de Montpellier s'est déroulé essentiellement du côté de Boutonnet, où ils ont attaqué les troupes royales, enfin ils ont assiégé la ville qui était devenue protestante. Ils se sont attaqués du côté de Boutonnet et sur la place qui est devenue après la place Joffre. Bon. Et bien Montferrand échappera à la règle. Si vous voulez, l'évêque, quand il sent que les choses commencent à chauffer, il va faire fortifier son château, qui est toujours son château comtal. Et donc qui est surtout bien perché et donc bien sécurisé. Et on s'aperçoit que finalement les ingénieurs qui ont travaillé à Montferrand vont s'inspirer des traités de l'époque. Je vous donne le traité de Bachot en 1588. Qu'est-ce qu'il préconise, Bachot? Alors dans son traité, il a, on va dire, les fortifications bastionnées pleines avec 13 petits Vaugans. On n'est pas encore à la Vauban bien après, mais le système de fortification, Vauban ne fait que l'améliorer, entre guillemets. C'est l'ingénieur royal, mais les systèmes sont là, donc il y a des systèmes de flanquement complexes, etc. Lui, Bachot, il dit, en zone montagneuse, ça ne sert à rien d'aller faire des demi-lunes, des choses trop complexes, d'aller faire des bastions, vous voyez, je n'ai pas mis photo, mais enfin, des systèmes trop complexes. Il suffit juste de bien flanquer les angles en créant des redans, et après, en gros, le dénivelé et les abrupts rocheux font le reste. Vous insistez un peu du côté de l'arrivée, vous voyez, là, vous avez ce qu'on appelle une queue du ronde, mais en fait c'est un demi-bastion. Vous comprenez, si je continuais là et je refais ça, on a un bastion. Vous voyez, cette forme-là, on ne la retrouve pas ici. Parce qu'il préconise simplement, il explique clairement que ce n'est pas efficace quand il est en zone montagneuse et très haute. Donc, qu'est-ce qui se passe à Montferrand? Eh bien, il y a un vaste projet de fortification et bastionnement. Alors, vous voyez là, on quitte complètement tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et alors là, Montferrand reprend de l'avance en termes de fortification et d'architecture sur les villages. Et là, on va avoir un vrai système de bastionnement qui est pensé, vous voyez, vous avez des parallèles, hein. Vous avez un ravin, notre ravin là, donc c'est une demi-lune qui est là pour faire une défense avancée. Donc le principe de ça, c'est qu'on abandonne la tour circulaire médiévale, qui a des mauvais angles de flanquement, qui est fragile face à l'artillerie, mais on fait des talus contre lesquels il y a de la terre, donc vous comprenez, ça fait un effet de l'édredon, hein, quand vous tapez dans un édredon, ça prend le choc, ça absorbe le choc, donc c'est bien le principe. Et donc on flanque, vous voyez, là je protège ce mur, là je protège là, pareil ici, là je protège tout ce mur en tirant là, s'il y a un assaillant qui est du mur, il n'y a pas d'angle mort. Je le vois d'ici, s'il y a un assaillant ici, j'ai ici. Là, l'assaillant ici, c'est la pointe qui protège, là, c'est la pointe là, c'est là, etc. Donc voilà le système, c'est la base du flanquement de cette époque-là. Donc, architecture monumentale, on extrait des pierres, on a la carrière à côté de Montferrand, des gros blocs colossaux en pierre de taille pour construire des murs ancrés, solides, qui résistent à l'artillerie. On a des canons, là, ça y est, hein, on est capable de tirer à 200 mètres. Et
Et donc, pour faire brèche, on positionne les canons. Mais Montferrand est très dur à prendre. Pour faire brèche dans un mur à cette époque-là, les préconisations du traité qu'on a vu, c'est de positionner deux batteries au moins de 5 canons chacune. Donc une batterie, c'est un rassemblement de canons. Et de frapper le mur au même endroit jusqu'à ce qu'il fasse brèche. Mais ils expliquent clairement que 2 canons, 3 canons, ça ne suffit pas. Parce que entre chaque canonnade, le défenseur attend de descendre et de renforcer, de remettre des sacs de terre et donc de reconstruire instantanément ce qui détruit. Donc il explique qu'il faut harceler constamment, mettre les batteries en biais pour qu'elles touchent les murs, non pas de face, mais des deux côtés, pour chasser à la matière et progressivement faire effondrer les murs. Donc vous voyez, c'est compliqué. Montferrand, vous comprenez comme il est perché et qu'il domine tout. Là, il y a des arbres aujourd'hui et la garrigue qui dissimulent. Les vues, vous dominez tout. Et donc des canons positionnés à Montferrand, ils sont capables de tirer très loin et de battre tout le pied du château jusqu'à Saint-Mathieu. Bon, c'est un peu moins, comme je disais, jusqu'à Saint-Mathieu, mais les portées, en tout cas à 200 mètres, tout à fait harcelées à l'assaillant. Donc, vous comprenez que c'est absolument impossible de mettre des batteries de canon au pied de Montferrand. Donc, le seul moyen de prendre la forteresse, c'était de l'attaquer, d'escalader à la médiévale. Et c'est pour ça que l'évêque se réfugie, je vous ai expliqué, les chassements-cueillis se réfugient. Les troupes du duc d'Oran descendent les Cévennes, c'est les protestants qui viennent soutenir les protestants à Montpellier, et ils en profitent pour attaquer Montferrand. 3 jours de siège, l'évêque enfermé à l'intérieur avec entre 60 et une centaine d'arquebusiers. Arquebus, c'est le fusil d'époque. Et en fait, ils vont tenir tête aux troupes du duc d'Oran, qui devaient être quand même sacrément plus nombreuses. Mais vous avez entendu l'épisode de la marmite, Montferrand? C'est dans Montferrand, le livre écrit en 1930, j'en parle. Alors au début, je pensais que c'était une légende, et puis j'ai cherché, en fait, on a une chronique donc par un abbé qui a vécu cette période-là. Alors, je vais peut-être rapporter un peu en légende, mais ce qui est intéressant, c'est que l'épisode de la marmite, c'est qu'il nous dit que les artilleurs de Montferrand, donc, les protestants se présentent au pied du mur, ils doivent tenter une attaque dès le début et ils sont fauchés par les canons de Montferrand, donc ils se replient. Et après, il nous dit que des soldats protestants étaient bien installés au coin du feu, autour de leur marmite, en train de manger le souper le soir, et que l'artilleur de Montferrand a ajusté sa pièce, et il a si bien ajusté qu'il a envoyé voler, il dit, le chaudron. Et que les soldats pris les blocs sont tous allés se réfugier dans les crevasses. En fait, alors, les gens ou pas, possible fait rapport de guerre rapporté qu'a retranscrit quelques années après le abbé. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça rend bien que ça devait être infernal de se tenir autour de Montferrand. Il n'y avait nulle part où s'abriter. On était dominé de partout par le château. Donc, place imprenable, non par sa grande qualité de fortification, même bastonnée, mais surtout par un site complètement statique. Voilà, pour le zoom. La place d'armes, les différents. Les boulevards, donc le château est là, c'est un boulevard, comme dans la ville de Montpellier. Ça, c'est le boulevard qui protège devant. C'est le nom de la fortification, c'est une fortification bastonnée devant une enceinte médiévale, donc que ce soit un château ou une ville, c'est un boulevard. Et ici, vous voyez, donc on a le niveau d'enceinte du boulevard et on construit un point fort, une place d'armes, on peut faire des mouvements de troupes et on peut surtout protéger du chemin d'arrivée qui est ici. Et après. Bon, sauf que je vous raconte tout ça, mais en réalité, tout ça n'est jamais réalisé, jamais terminé. Les travaux étaient beaucoup trop ambitieux. Donc ils vont commencer la demi-lune qui est là, que vous avez ici. Ils vont commencer les flancs de ces bâtiments que vous avez ces titres-là. Ils vont commencer cette nouvelle porte qui est là. Ils vont commencer ces murs-là qui sont là. Voilà. Ils vont commencer à détruire une partie de la barbacane. Ils vont démonter la maison, notre fameuse maison du XIIe siècle. Ils vont la démonter pour réutiliser les pierres dans les murs. Toutes les églises de Montpellier disparaissent aussi médiévales parce qu'elles sont réemployées dans les murs des boulevards du XVIIe siècle. Donc voilà, on finit avec un château de briques et de broc. C'est la conclusion. non, et justement, c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce site, c'est qu'il y a toutes les époques. S'ils avaient terminé leur projet, toutes les parties basses auraient disparu. La grande enceinte médiévale aurait entièrement disparu, peut-être cette maison, le petit Montferrand, la maison du XIIe aurait entièrement disparu. La barbacane aussi, enfin, on n'aurait pas connu tout ça. Donc c'est une grande chance en fait que le chantier se soit arrêté en cours. Ils ont bricolé, ils sont raccrochés à l'enceinte médiévale qu'ils n'avaient pas encore complètement détruite, ils
et ils sont raccrochés aux éléments que vous avez commencé à construire, etc. Les canons de Montferrand, ils étaient là. Donc en fait, il y avait un bâtiment qui était projeté d'être détruit. Il a été détruit en partie, mais dans la précipitation, ils l'ont rempli de terre et ils ont installé les canons. Je n'invente pas tout ça. En 1677, on a 2 architectes qui parcourent le château. Et ils rentrent par la porte là, et ils arrivent, on est sur la place d'Armes, et on voit un bâtiment rempli de terre qui sert de terrasse au canon, et ils observent 2 bases de canon qui sont encore, puis ils montent, et ils vont visiter toutes les parties hautes de la forteresse. Donc on a fait tout. Les villages de Saint-Mou n'ont jamais de fortification bastonnée, et celle de Montpellier va entièrement disparaître. Le roi exigera que ce soit entièrement démonté quand il aura pris Montpellier à la fin du siège en 1622, puisque c'est un symbole de rébellion contre le roi, et il va détruire la porte de la ville, il va construire l'Arc de Triomphe, et la citadelle Joffre, qui va devenir la citadelle de Montpellier. Donc voilà, je veux dire que Montferrand abrite 3 couches d'histoire tout à fait exceptionnellement conservées, qui sont le château 12e des premiers comtes, le château des comtes de Toulouse et les fortifications bastionnées, les conflits, les guerres de religion, ce qui fait un site en fait aujourd'hui qui est ruiné, dangereux. Je précise que tant que les façades ne sont pas stabilisées, le site est fermé par dangerosité, mais en tout cas il renferme beaucoup d'éléments archéologiques qui en font un site par rapport à l'histoire de l'architecture. Je vous invite cet après-midi ou demain à venir aussi au Matel, où il y a une exposition avec des vidéos de Montferrand, mais aussi une partie sur l'industrie vinicole avec des outils exposés. Et c'est dans le chez des Matel, à l'entrée des Matel, et qui est tenu par l'association Petit Patrimoine, qui travaille des broussailles sur Montferrand et va aussi commencer un atelier de taille de pierre. Vous verrez le tailleur de pierre d'ailleurs demain, qui fera des démonstrations. Merci pour votre écoute. Merci.